Sur le frigo de mon enfance, il y a un dessin. À gauche, moi et ma famille, main dans la main. Au centre, une maison au toit pointu. À côté de la maison, un arbre. Un rectangle brun avec un nuage vert posé dessus. Je dessinais ce que je voyais. Je dessinais ce que je connaissais. Un rectangle brun avec un nuage vert dessus. Jusqu'à récemment, l'arbre pour moi, c'était encore ça. Un arbre sans racines. Pour que ma vision de l'arbre dépasse les frontières de mon dessin, il a suffi d'une journée et d'un changement de trajectoire. Évidemment, fallait que ça arrive aujourd'hui. Pour une fois, je m'étais levé tôt pour partir à l'heure. Plus de métro, trop de trafic pour prendre l'autobus. Il reste juste une option. La dernière fois que j'ai pris mon vélo, je pense qu'Obama était président. Hey, si ça existe des cyclistes du dimanche, je dois bien être une cycliste du dimanche bisextile. Mais bon, faut ce qu'il faut, fait que je pédale. Je suis déjà tannée. Mon cœur va me sortir du corps. Le feeling de mes cours d'éduc du secondaire me revient en flashback. Ça se peut-tu être traumatisé du cardio? Ah, c'est beau par contre. Tout le long de la rue, il y a une rangée d'arbres. D'arbres immenses. Très vieux, je pense. Le tronc tout ridé. On dirait une ligne de soldats. De vieux soldats. Des vétérans, dressés en haie d'honneur, comme pour une cérémonie. Chaque arbre touche presque à son voisin, mais pas tout à fait. C'est comme une cathédrale de branches qui déploie une ombre tachetée sur la rue. Ça fait comme des paillettes de lumière sur l'asphalte, chaque fois qu'un coup de vent se glisse entre les feuilles. En ce moment, à cette seconde, des milliers de vies se croisent. Sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans nos parcs, dans nos ruelles, même dans nos craques de trottoir. Enracinées, ce sont quelques-unes de ces vies-là. Une invitation à suivre les traces de la nature en ville, celle qu'on côtoie chaque jour, tellement qu'on la voit même plus. Et si on prenait le temps de voir, d'écouter, déplacer notre regard pour voir de nouvelles histoires se dessiner dans le paysage. Ça fait même pas 10 minutes puis j'ai déjà chaud. Aïe aïe, qu'est-ce que c'est ça? La rue est pleine de bosses. L'asphalte est toute craquée. C'est pas des nids de poules. On dirait que les racines des arbres essayent de soulever l'asphalte. Comme s'il n'y avait pas assez de place pour grandir là où ils sont. Ça fait comme des mini-chaînes de montagne sur le bord de la rue. Un Himalaya à fourmis. Ça serait pas mal plus poétique si j'avais pas peur de me casser une jambe tous les 10 pieds. Les arbres, eux, sont jamais en retard. En même temps, c'est pas difficile. Ils vont nulle part. Pas besoin de traverser la ville. Ils trouvent tout ce dont ils ont besoin juste là où ils sont.
Imagine si on devait faire pareil, les humains. Vivre sans se déplacer. Réussir à répondre à tous nos besoins, les pieds plantés dans le sol. À un endroit qu'on n'aurait même pas choisi. Où on serait juste tombé. Peut-être que ça donnerait le goût, des fois, de faire éclater l'asphalte pour repousser un peu plus loin les limites de notre territoire. Ou peut-être juste pour pas rester seul. Dans le fond, les plantes non plus sont pas seules. Il paraît qu'il existe un réseau souterrain qui leur permettrait de communiquer entre elles. Un réseau qui commence dans les racines. Juste là, en dessous de l'asphalte. Ce réseau souterrain entre les plantes, on l'appelle le réseau mycorhizien. Myco, comme champignon, et rhize qui veut dire racine. Une mycorhize, c'est une alliance entre la racine d'une plante et la partie souterraine d'un champignon, qu'on appelle le mycélium. Le mycélium, c'est une structure vivante composée de dizaines, de centaines, de milliers de filaments extrêmement minces et extrêmement longs, comme une toile qui se répand dans le sol. Parfois, le mycélium va jusqu'à entortiller ses filaments autour des racines d'une plante. Mais le mycélium, c'est pas un parasite. Il nuit pas à la plante. Au contraire, l'alliance plante-champignon permet à chacun des partenaires de répondre mieux à ses besoins. Le champignon et la plante ont tous les deux besoin d'eau et de sucre, mais aussi de minéraux et d'éléments chimiques. Chacun se spécialise donc dans ce qui est le plus facile pour lui. La plante produit du sucre facilement et en grande quantité, grâce à la lumière du soleil. Elle peut donc offrir ses surplus aux champignons. En échange, le champignon lui envoie des minéraux qu'elle ne pourrait pas aller chercher seule, par exemple ceux qui se trouvent dans la pierre. La mycorhize permet à la plante d'étendre son emprise, d'aller chercher des nutriments dans un territoire plus vaste que ses racines seules lui permettraient. Coudonc, cette côte-là, va-tu finir un jour? Ah! Oh, phew, ça descend. Je suis rendue où? Ah, j'ai changé de quartier. J'avais jamais vu ça ici. Ça paraît que je suis souvent dans le métro. Je connais les rues autour de chaque station, puis après, pas grand-chose. Dans le fond, le gros de la ville, je l'ai sûrement jamais vu. Ah! Ma bibliothèque! Je savais pas que c'était si proche à vélo. Une ville, c'est aussi une sorte de réseau, dans le fond. Un endroit où plein de trajectoires se croisent. Où on partage des choses pour rendre la vie de tout le monde un peu plus facile. Une bibliothèque, des rues, un métro. Dans le fond, les arbres, c'est peut-être un peu comme les stations du métro. La partie visible du système, la pointe de l'iceberg. Tout le reste, le plus gros, est caché en dessous. Invisible pour nous. Puis dans ce métro-là, il n'y en a sûrement jamais d'arrêt de service. Comme les réseaux de transport en commun, les plantes aussi cherchent à maximiser leur connexion. Ça leur donne accès à des ressources plus variées qui viennent de lieux différents du sol. Comme quand on traverse la ville pour aller goûter au meilleur croissant de la meilleure boulangerie. La plupart des plantes associent leurs racines à plusieurs champignons différents, de plusieurs espèces différentes. Puis les champignons sont pas monogames eux non plus. Chaque champignon cherche à se lier au plus de plantes possible pour assurer ses livraisons de sucre. Bref, dans la Terre, la norme, c'est les relations ouvertes.
Donc, il n'y a pas qu'un seul réseau mycorhizien, mais bien plusieurs réseaux qui relient des plantes et des champignons d'espèces différentes entre eux, parfois sur de grandes distances. Ces réseaux, ils sont présents partout sur la planète. Pas étonnant qu'on les ait surnommés le Wood Wide Web, l'Internet des plantes. Et comme notre Internet, la toile mycorhizienne permet à des individus très différents d'entrer en relation. Dans une forêt de l'Ouest canadien, on a pu observer des échanges entre des bouleaux et des sapins de Douglas. Et le plus intéressant, c'est que ces échanges varient au cours des saisons. Au printemps, le sapin de Douglas perd graduellement son accès à la lumière parce que les feuilles des autres arbres prennent toute la place. Mais au même moment, le sapin se met aussi à recevoir des nutriments en plus qui viennent des bouleaux voisins. À l'automne, quand le bouleau perd ses feuilles, la relation s'inverse. C'est au tour du sapin, qui lui a encore ses aiguilles, de renvoyer ses surplus vers le bouleau. Et tous ces échanges-là, ils passent par le réseau mycorhizien. Ah! Un feu rouge! Ah, il était temps! Ah! Au milieu du boulevard, quelqu'un se promène avec une tasse à café vide. Il demande de l'argent aux autos arrêtées. Tout le monde l'ignore. Est-ce qu'un réseau, ça aide vraiment tout le monde? Qui décide comment sont distribuées nos ressources? Est-ce que les plantes sont meilleures que nous pour partager? On ne sait pas exactement pourquoi ces échanges ont lieu. Certains pensent que les réseaux mycorhiziens suivent des règles qui ressemblent étrangement aux lois du marché. Comme si les échanges de nutriments étaient gouvernés par l'offre et la demande. Une sorte de bourse souterraine où se négocient à chaque instant des milliers d'échanges. D'autres croient qu'une forêt, c'est beaucoup plus qu'une collection de plantes individuelles. Ça serait plutôt une communauté, composée d'êtres vivants solidaires. Les échanges par les mycorhizes permettraient d'aider les plantes en difficulté, comme un filet social qui redistribue les surplus aux plus démunis. Pour y voir plus clair, il faudra étudier ces réseaux encore longtemps, dans des environnements réels, en dehors des laboratoires. Le problème, c'est leur taille. Comment savoir ce que chaque élément du réseau fait, précisément, quand le mycélium s'étend partout? Les chiffres sont trop vastes. Ils donnent le vertige. Juste dans une poignée de terre, on peut retrouver plusieurs kilomètres de filaments de mycélium. Si on fouillait seulement les 10 premiers centimètres de sol sur toute la surface de la Terre, le mycélium qu'on trouverait serait assez long pour traverser la moitié de la Voie lactée. Est-ce que les arbres réussissent toujours à se créer des réseaux, n'importe où, même en ville? Chacun dans leur carré, sur le bord d'un boulevard, plantés en rangée, tout seuls, ensemble. Comme dans le métro ou dans la rue. On se croise sans vraiment se toucher. On se regarde sans vraiment se voir. Mais peut-être que les arbres, eux, y arrivent à entrer en contact. Peut-être que leurs racines arrivent à dépasser la zone qu'on leur a attribuée, à se construire eux-mêmes l'espace dont ils ont besoin, à contourner les canalisations, les tunnels du métro, les fils électriques, à traverser la chaussée, à fissurer le béton, à soulever l'asphalte. Est-ce que tous les arbres de la rue sont reliés entre eux? Côté nord avec côté sud, d'est en ouest, tout le long de la ville. Une ligne verte. La vraie ligne verte. Ah! Là, je me reconnais.
à gauche, après le parc La Fontaine. Le parc est plein de monde. Un groupe de jazz improvise autour d'une table à pique-nique. Saxophone autour du cou, contrebasse piquée dans les pissenlits. Au bord de l'étang, appuyés sur un saule, deux vieux monsieur qui pêchent et se racontent des blagues en portugais. Trois ados descendent sur les roches pour essayer de toucher au canard. Deux sœurs jumelles et leurs parents, couchés dans l'herbe autour d'un érable en fleurs. Entre deux grands pins, un groupe de cardio-poussettes croise un cours de tai chi. Tout le monde est sorti pour fêter la première belle journée. Ah, pis... Non. Je vais faire ma carte étudiante un autre jour. Est-ce que chaque brin d'herbe est relié à chacun des autres brins d'herbe du parc? Me semble que ce serait le temps que je mette à jour mon dessin d'arbre sur le frigo. Faudrait commencer par trouver une feuille assez grande pour le dessiner au complet, avec toutes ses connexions. Des milliers de relations. Peut-être des millions, juste ici, en dessous de mes pieds. Il n'y aurait sûrement pas de frigo assez grand pour afficher ce dessin-là. Il y a tellement de possibilités. Tellement de choses que je vois pas. Tellement de choses qu'on sait pas. On sait que les plantes ont avantage à se lier au plus de champignons possible pour recevoir une variété de nutriments. Le champignon, lui, a avantage à se lier à plusieurs plantes différentes pour éviter de perdre tout son réseau si une maladie ou une catastrophe éliminait une espèce. Mais on ne sait pas encore tout ce que les réseaux mycorhiziens impliquent. Est-ce que le sapin Douglas donne vraiment des nutriments au bouleau? Ou si c'est simplement des extras qui se retrouvent dans le réseau et dont le bouleau opportuniste profite? Peut-être que chaque individu cherche à maximiser ses chances de survie en multipliant ses connexions. Peut-être que les réseaux, c'est la meilleure manière qu'ils ont trouvée pour vivre le mieux possible dans un monde en changement constant. Mais le plus impressionnant, c'est que la mycorhize est à reconstruire pour chaque individu. Chaque graine qui germe, chaque champignon doit trouver sa ou ses partenaires, étendre lui-même son réseau. Une relation, c'est toujours à inventer, à chaque fois. Le vent se lève, un vent frais, comme pour nous rappeler que c'est pas encore tout à fait l'été. Les musiciens remballent leurs instruments et se divisent l'argent ramassé dans le chapeau. Un des ados s'approche des pêcheurs, lui pose une question. Le vieux lui prête sa canne. Ses deux amis le regardent prendre son élan et lancer sa ligne à l'eau. Un ballon rouge roule sur le gazon, directement vers l'étang. Les deux petites filles déboulent presque la côte en essayant de le rattraper. Elles sont mortes de rire. Leurs parents à la course derrière elles, ils rient un peu moins. Et le cours de tai chi, lui, continue. Comme si de rien n'était. Ou peut-être qu'il y a quelque chose de différent. Un œil qui brille, l'ombre d'un sourire, presque trop petit pour qu'on le remarque. Les relations changent, tout le temps. Avec chaque arbre qui meurt, chaque graine qui germe, chaque champignon qui étire ses premiers filaments, comme une ville qui étend ses rues dans toutes les directions. Chaque racine qui soulève l'asphalte des boulevards et fait ralentir les humains. Juste un peu.
Ils savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Personne ne le sait. Mais quand ils se trouvent, ils s'agrippent. Parce qu'ensemble, ils sont déjà un peu plus forts. Enraciné est une production du Théâtre du Renard. Texte et narration, Antonia Lenné-Granger. Musique, François Jalbert. Conception sonore, Simon Gauthier. Conseillère dramaturgique, Noémie Vido-Mayette. Illustration, Mélika Bazin et Émilie Beaulieu. Stratégie numérique, Loïc Leroux-Gaulier et Magnéto. Ce projet est réalisé grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec. Merci à nos partenaires de diffusion, l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, l'arrondissement de Saint-Laurent, le Cœur des sciences et Espace pour la vie. Un grand merci à Pierre-Luc Chagnon, professeur adjoint à l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal. Vous en voulez encore plus? Rendez-vous sur la page web de l'épisode. Vous y trouverez une liste de ressources pour explorer la vie complexe et fascinante des arbres et des autres vivants qui cohabitent avec eux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres explorations de la ville et des vivants qui l'habitent. Juste ici, juste là, partout.